Le Tour de l'Espace Mont-Blanc vous est présenté par le canton du Valais par son programme de l'Espace Mont-Blanc, les moustaches bike du garage Brutin Frères à Sierre, Épicuri Alpes, le festival des saveurs et de la gastronomie alpine à Grimens, la fromagerie d'Étier, le groupe Garage et Carrosserie du Nord, les TMR, Transport de Martigny et Région, et la vallée du Trien. Bonjour, bienvenue sur Rhône TV. On vous embarque avec nous pour notre deuxième semaine sur le Tour de l'Espace Mont-Blanc. On va rejoindre Thomas, direction Courmayeur. C'est parti! On est bien arrivé à Courmayeur où Thomas nous rejoint. On vient d'arriver, ouais, effectivement, impatient de découvrir ce téléphérique incroyable qui nous monte au cœur du Mont Blanc. Il y a une cave souterraine dans le Mont Blanc. On va déguster un vin un peu spécial. La mystérieuse cuvée des guides. Pas facile à dire, mais délicieux à goûter. C'est légèrement pétillant, c'est une sorte de champagne montagnard. C'est vraiment incroyable, je ne connaissais pas et je crois qu'on ne va pas être déçus du voyage. Je me réjouis de déguster, de découvrir tout ça. On y va, c'est parti. C'est parti! Avec leurs billets en main, Michel et Thomas embarquent dans une cabine un peu particulière. Ce premier tronçon les mène à la station intermédiaire du Mont Fréty, située à plus de 2100 mètres d'altitude. C'est à cet emplacement exceptionnel qu'a été installée une cave unique en son genre, la cave Mont Blanc. On en parle tout de suite avec son président, Nicolas Bovard. Nous sommes dans un endroit magnifique, unique, plein de contrastes, on a envie de dire, car on a l'impression, si on regarde, que nous sommes dans un sous-sol, dans une cave, il fait sombre. Or, nous sommes plutôt en altitude, même certainement en altitude, sur le Mont Blanc. C'est complètement fou où on se trouve, avec Nicolas, l'expert des lieux. On a une petite surprise pour vous. C'était vous faire découvrir du vin de chez nous aussi, hein, du vin valaisan Visterterminen. J'arrive jamais à prononcer. La cave Yodern, c'est juste? C'est un des vignobles les plus hauts d'Europe et on vous laisse découvrir. Je m'appelle Michael Ock et je suis l'œnologue et directeur de la cave coopérative Saint-Théodore-Kellerei à Visterterminen. Moi, j'adore de valoriser le produit et surtout la typicité du produit. Alors moi, je suis content qu'on peut encover des raisins avec une certaine qualité et de faire après un produit qui reflète la matière primaire, les raisins. Alors les challenges pour faire des vins à ces altitudes-là, premièrement, oui, historiquement, pour faire mûrir les raisins, aujourd'hui, avec le changement climatique, c'est un peu mieux, mais quand même, ça fonctionne avec l'exposition sud et la pente c'est haut. Alors, il faut faire tout à la main. On a besoin de beaucoup de mois et c'est pour ça que nous sommes une coopérative viticole. Alors, nos ressources humaines, ils sont très, très grandes. On a 634 membres de notre coopérative et il y a environ 500 fournisseurs de raisins encore. Alors, le partenaire avec la cave Mont Blanc, on se connaît dans une association de producteurs francs de pied. Eux, ils ont le prix blanc tout franc de pied à leur altitude. Nous, on a l'Aïda. On est connu pour cette cépage. Cette cépage s'est cultivée ici déjà pour des centaines d'années. C'est nommé la première fois en 1586. C'est vraiment une longue tradition. Et après, on a vite compris qu'on a les mêmes problèmes à trouver une solution. On parle la même langue, pas vraiment de la langue, mais la langue viticole, on parle la même langue. Voilà. Et je vous donne comme cadeau avec grand honneur et plaisir cette bouteille du millésime 2021. Et oui, Nicolas, on n'est pas venu les mains vides. On parle la même langue, il a dit, la langue du vin, la langue viticole. On vous offre cette Aïda Veritas 2021. On vous propose, bien entendu, de la déguster pour faire une petite comparaison avec votre vin, qui est aussi un vin d'altitude. C'est pas tout à fait pareil. Là, c'est du blanc. Vous, c'est du mousseux. C'est du champagne qui ne dit pas son nom, on a envie de dire. Alors, dégustons.
Bah oui, là c'est le moment solennel où on doit normalement se taire. Donc on écoute. Ça résonne un peu. On sent la maîtrise, hein. On sent le spécialiste. Déjà dans l'ouverture, on va pouvoir voir la différence. Bah oui, parce que là c'est, donc, comme on a dit, un mousseux. Et donc ça ne s'ouvre pas du tout pareil. Hein. Exactement. Faire gaffe de ne pas faire exploser une dalle. Oh là là, oh là là. Ça fait moins de bruit que quand on fait à la maison. Oui. Est-ce que tu veux que je... Je me recule, hein, parce que... Je sais jamais... Hein. Waouh. Oui, maîtrise. Ah, la maîtrise, là, oui. Donc là, c'est important là, ce que vous êtes en train de faire, parce que vous disiez, hein, vous le laissez vieillir, on peut dire, ici. Alors, ici, on fait la prise de mousse. Donc, on va embouteiller le vin, mettre à l'intérieur les levures et le sucre, et puis on va boucher la bouteille. Les levures et les levures vont manger le sucre et produire la bulle. Puis, il va vieillir ici par environ une trentaine de mois. Et vous le laissez vieillir 30 mois. Et après, vous le redescendez. Et le fait de l'avoir laissé en altitude va faire que les bulles ne sont pas les mêmes. Disons, c'est le fait de faire la prise de mousse, donc la deuxième fermentation ici, ça va un peu changer la grosseur de la bulle. Maintenant, on est en train de travailler avec l'Université de Turin pour aller démontrer, en effet, qu'est-ce qui va changer un peu la bulle ici. Pour prouver, voir... Exact. Que l'altitude modifie la consistance de la bulle. Pas vraiment l'altitude, c'est plutôt la pression atmosphérique qui est différente. L'altitude fait qu'il y a moins de pression atmosphérique. Mais concrètement, vous avez pu observer, il y a quoi comme différence? Il y a des plus petites bulles, moins de bulles? C'est un peu plus fine la bulle. Donc c'est moins fort, c'est plus léger. Exactement. Bon, alors sentez, on va tester. Et là, c'est une année 2021. C'est juste bien puisque c'est la même année. Donc. Mais on peut garder donc ce vin plusieurs années. C'est pas un vin qui se boit plutôt rapidement. Disons, alors la bulle, c'est quand même quelque chose à consommer. On ne doit pas attendre une vingtaine d'années pour la boire. Mais quand même, il a une résistance d'environ 5 ou 10 années. Disons, dans les premières 5 années de bouteille, c'est beaucoup plus frais. Ouais. Donc pour la bulle, c'est mieux. Mais quand même, c'est bon la boire même après. Et le taux d'alcoolémie, il y a combien? 12 degrés. Donc c'est quand même léger. Hein. Ouais. Mais c'est très très frais, c'est... Et ça, c'est un cépage autochtone qu'on appelle Prié Blanc et qui s'est cultivé jusqu'ici à côté de Courmayeur à Morges, de 1000 à 1200 mètres d'altitude. Et c'est un cépage franc de pied, donc le même pied que l'Aïda. Combien vous avez d'hectares de vignes à Morges? On est environ 18 hectares. 18 hectares. Vous venez, hein, vous dites une fois par année, vous montez dans le grand téléphérique. Et il y a les tonneaux dans le téléphérique. Habituellement, vers la fin du mois de juillet, on monte avec le vin, avec le tonneau. Et ici, on va embouteiller le vin avec, disons, ça s'appelle de levure plus sucre, ça s'appelle pied de cube. C'est ce qui va faire partir la deuxième fermentation. Puis le vin va vieillir et après 3 ans, nous, on va faire l'opération de dégorgement. Qu'est-ce que c'est le dégorgement? On va enlever les levures de l'intérieur de la bouteille. Là, disons, la bouteille a fait le vieillissement dans une position horizontale. Et les levures se sont déposées ici. Nous, on doit enlever les levures. Pour les enlever, on doit porter la bouteille dans une position verticale. Et on emploie ce système-là. Donc, on met la bouteille et dans à peu près 21 jours, on va tourner d'un quart tous les jours jusqu'à arriver en position verticale. Quand les levures sont ici, on va geler cette partie-là. On va ouvrir. La pression qu'il y a à l'intérieur va faire sortir ce glaçon de levure. On tourne et on met à l'intérieur du vin. Donc il y a énormément de procédés chimiques, j'ai envie de dire. Vous êtes presque chimiste dans votre façon de faire. C'est à la fois œnologue, chimiste, un peu de physique, parce qu'il faut savoir à quelle altitude on est. C'est quand même impressionnant. Disons, la question de geler, c'est pour produire de la méthode champenoise et pour enlever les levures, il faut geler, puisque sinon les levures ils vont se perdre à l'intérieur du vin. Donc pour avoir la bouteille propre, on doit geler cette partie-là. Tu vas ouvrir, la pression fait sortir ce glaçon, et puis tu tournes et tu remets à l'intérieur du vin, et tu bouches avec le bouchon normal.
Incroyable. Maintenant qu'on a bien goûté, on va quand même, on vient pas les mains vides, hein, on n'est pas des malotrus, on va faire goûter le vin de chez nous, le vin du Valais. Merci. Oui, Philippe, je suis vraiment un russe. J'ai fait pareil. Hein. Merci beaucoup. C'est pas la même chose au mieux. Hein. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais les méthodes même sont pas les mêmes. Donc là, maintenant, santé. Au Valaisan. On rappelle quand même que nous ne sommes pas dans une cave, dans un sous-sol. Nous sommes à plus de 2000 mètres d'altitude, dans le Mont Blanc, sur le Mont Blanc, en haut d'un téléphérique majestueux, avec des vues incroyables. Et nous sommes là pour déguster du vin à la fois valdotin, italien, et valaisan. Et donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, c'est totalement différent. On est plus habitué, je vais dire. Mais c'est sympa d'avoir le parallèle, puis de voir en fait effectivement d'avoir commencé par les bulles, c'est une bonne idée parce que pour la légèreté. C'était plus léger, c'était plus piquant forcément, tandis que là, on sent que c'est déjà plus costaud. Là, c'est un peu plus... C'est au valaisan, quoi. Envie de dire également que Aïda, on peut dire aussi païen, non ? Je ne me trompe pas ? C'est les deux la même chose. Voilà, j'ai fini de faire mon analyse scientifique. Vous qui êtes un vrai pro, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce vin ? Bon, disons, les deux vins sont complètement différents à partir de la méthode. Donc, c'est avec les bulles, l'autre n'a pas de bulles. L'altitude, c'est à peu près la même. Donc, à Nos-Valais, ici à Visper-Terminen, on part, je crois, de 700 mètres jusqu'à 1100. Et nous, on part de 900 jusqu'à 1200. Donc, l'altitude, c'est à peu près la même. On est de deux versants différents de la montagne. Nous, on est, même eux, en exposition sud, mais sont dans la partie de l'autre côté. Les deux, c'est la même exposition La même sud. exposition. D'accord. Le rayonnement, enfin l'ensoleillement est le même pour les deux ? Oui, à peu près. La vallée de Vis, c'est beaucoup plus chaude que la vallée d'Aoste. Vous pourriez faire ici le même vin ? Ça serait possible ? Quelqu'un a essayé de planter l'Aïda ici, mais le vin, c'est pas le même. Puisque ça n'a pas le même goût quand même. Le sol, c'est pas le même. L'exposition, c'est la même, mais les courants de vin sont différents, donc c'est pas le même vin. D'accord. Et là, c'est clair qu'on peut pas dire, on peut pas comparer vu que c'est pas du tout les mêmes vins. On a un mousseux, on a un vin blanc, mais quand même, est-ce que vous avez une préférence ? Je crois deviner laquelle. Si vous devez choisir quand même laquelle ça serait. Oui, bon, la chose intéressante c'est qu'on peut comparer les deux, puisque les deux cépages, soit le Prié Blanc pour la cuvée de guide et l'Aïda pour le vin de Visper-Terminen, ce sont les deux à franc de pied. Donc ce sont deux cépages qui ont résisté à la phylloxéra, ce terrible insecte du 19e siècle qui a détruit complètement la viticulture en Europe. Ici, on a pu préserver la racine européenne. Donc, pour des conditions soit de sol, soit d'altitude, soit de climat, la phylloxéra dans ces zones n'est pas arrivée. Et donc, on a pu préserver ce cépage, cette racine autochtone. Ok. Donc, il y a 200 ans, ils buvaient déjà ce genre de vin. Oui, exactement. Et qu'est-ce que je préfère ? Je crois que c'est plutôt simple. Plutôt évident. Plutôt évident, mais quand même, ce sont deux expressions, je crois, très intéressantes du monde du vin. Votre vin se boit plutôt en apéritif, on peut dire ? Oui. En mangeant plutôt pas ? Ça dépend, quand même, c'est plus indiqué pour l'apéritif, pour l'apéro, mais quand même, on peut le mettre à côté des plats un peu base de fromage, base de poisson, donc ça peut en manger même. Écoutez, Nicolas, on va continuer à déguster un peu, enfin déguster, on dit, déguster un vin ? Oui. Savourer. On vous remercie pour cet accueil quand même extraordinaire. On va finir les 2 bouteilles, c'est la moindre des choses. Et puis après, on redescend en téléphérique. Il faudra faire gaffe parce que le téléphérique, il tourne en même temps qu'il descend. Rien que de venir ici, c'est déjà toute une aventure. On vient visiter une cave, mais après on continue à monter, on va au sommet du Mont Blanc, quoi, quasiment. Ouais, on arrive à 3400 mètres d'altitude, qui c'est la pointe plus haute proche du Mont Blanc du côté italien. Donc on a quand même un visuel total sur le massif du Mont Blanc. Si on aime la montagne et le vin, je crois que c'est un endroit incontournable. Et on peut même repartir avec le carton de vin en descendant le téléphérique pour le ramener à la maison. Tout à fait, il ne faut pas l'oublier. Ça, il ne faut pas l'oublier. On n'oubliera pas. Avant de redescendre, et après cette dégustation vraiment particulière, Michel et Thomas ont décidé de poursuivre leur ascension. Ils montent dans la 2e cabine du Skyway, direction la pointe Elbronner à 3466 mètres. Normalement, la vue est spectaculaire.
Mais aujourd'hui, on est dans les nuages. Michel, les photos, ça sera pour une autre fois. On sent l'altitude, hein. Avec ce brouillard épais, rien à voir, ou presque. Allez, il est temps de redescendre gentiment pour notre duo. C'était incroyable, fantastique. On a la tête qui tourne un peu. On ne sait pas si c'est parce qu'on était en haute altitude Ou si c'est les bulles. ou si c'est les bulles de ce vin d'exception, une sorte de champagne du Mont Blanc. C'était vraiment incroyable. Dégustation, paysage à couper le souffle. Et là, on reprend juste à peine nos esprits et c'est pas terminé. On prend le vélo et on va à un endroit On va voir les chèvres, direction l'Hacienda Monteblanc Agricola, si je ne me trompe pas. C'est à Courmayeur. C'est à Courmayeur. Nous sommes dans la région de Courmayeur, juste là, c'est le Mont Blanc. Le tunnel du Mont Blanc, il est juste là. On descend la montagne et on file. Suivez-nous, on y va. À plus. Mais avant de monter sur son vélo, une petite surprise attend Thomas. La taille de son casque. Mec, j'ai une trop grosse. C'est bon. C'est un temps autant pourri que chez nous, c'est vraiment le même pays. Hein. Ah, Donc on est arrivé chez Fiorella qui va nous faire découvrir son exploitation familiale où elle travaille avec son mari et ses fils. Donc on se réjouit d'aller voir les biquettes. des chèvres, fromage de chèvre, mais pas seulement. Du lait, hein, j'ai cru comprendre. Du lait Du yaourt. et des gelatos. Et même des glaces, incroyable. On va déguster tout ça, ça va être magnifique. Bonjour Fiorella. Bonjour. Magnifique exploitation. Les chèvres, vous en avez combien d'ailleurs de chèvres? 70 à peu près. D'accord, pas mal. Et un patou. Voilà. Miage. Et un autre chien. Et notre chien aussi. Et allons voir les chèvres déjà, les caresser un peu, voir Ouais. comment elles vont. Ah, on les entend d'ailleurs. Salut! Il y a des chèvres qui ont 10 ans, 13 ans, 14 Ah ouais. ans, ça dépend un peu. Vous Oui, les on gardez jusqu'à 10 ans, d'accord. Oui, à peu près. Ça dépend un peu parce que maintenant, on fait toutes les années de la sélection pour avoir la production du lait. Et après, s'il y en a quelques-unes qui ne produisent pas suffisant, qui nous demandent des autres élevages à l'acheter, on les vend, ça dépend Ah un ouais. peu. La plus vieille, elle s'appelle comment? La plus vieille, c'est Pesca, qui Pesca. est là-bas, qui dort. Ça veut dire pêche. Pêche, voilà. On sait chez nous en Valais, on a pas mal la problématique du loup. Problématique pour les éleveurs, il y a des tensions, il y a des attaques, vous savez comment ça Oui, se oui, passe. oui. Ici, vous n'êtes pas épargné. Non. Vous avez Il y aussi en eu a- des attaques? Oui, oui. Il y a aussi le loup, mais nous, on les met dehors un peu pendant le jour, après le soir, et on les rentre dans l'étable, alors on n'a pas... Il y a toujours quelqu'un qui veille au grain sur place. Tout près de l'étable, on a aussi un petit magasin où le mois de juillet et le mois d'août, on vend aussi Les mêmes yaourts, produits, oui. Voilà, les yaourts, les fromages, les glaces. Parce qu'on est juste sur la route. Après, il y a un camping tout près de l'étable et alors il y a beaucoup de monde. Parce que ça a l'air, elles respirent la santé, on voit. Elles sont en pleine forme, c'est propre, c'est bien entretenu, ça donne envie de manger, de déguster. Elles me bouffent le Oui, truc. bon, on cherche de Allons, faire le mieux. allons. On vient de quitter la base, c'est-à-dire les chèvres. Elles broutent, elles sont tranquilles, elles sont contentes. Après, il y a la deuxième phase, c'est où on produit le matériel, hein, Voilà. c'est-à-dire le fromage, le lait, Voilà. le yogourt et même les glaces. Ça, c'est incroyable. Il y a les fromages qu'on a fait ce matin. Et là, il y a déjà les formes pour faire de la ricotta. Et là, il y a les machines qui nous pasteurisent le lait, parce que nous, on travaille tout le lait pasteurisé. Pour la vente, c'est obligatoire. Non, mais c'est mieux. C'est On mieux, est ouais. plus tranquille. Moins de On a problèmes, moins ouais. de problèmes, voilà. Bon, on a tout vu. Est-ce qu'on peut aller déguster? Je vous en supplie, j'ai faim. Oui. Allons-y. Nous avons fait la visite des lieux, nous avons vu comment vous produisez, comment vous transformez le lait en produit. Et maintenant, nous sommes à l'endroit essentiel, c'est-à-dire phase de dégustation. J'adore ce reportage. On a un cadeau pour vous.
On a une vidéo pour vous. Oui. Je vais vous faire regarder ici donc Un producteur le valaisan reportage d'une productrice valaisanne. d'Icogne. Bonjour, moi c'est Lisa Camerzan, je suis éleveuse de chèvres en montagne et fromagère et maman de 2 enfants. On élève environ 70 chèvres laitières. C'est des races spéciales puisque c'est des races suisses. Et la chèvre c'est vraiment un animal très têtu, capricieux, c'est la même étymologie, caprin capricieux. Après, chacune a des spécificités physiques ou caractérielles d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des spéciales. Et c'est sûr qu'il y en a beaucoup dont on connaît le prénom. Des fois, on les reconnaît même pas forcément à leur tête, on les reconnaît plutôt à leur pied, parce que on les traite, on voit tous les jours passer les tétines, mais moi, les têtes, c'est un peu moins évident. Pour ça, c'est assez rigolo. Mais on connaît beaucoup les plus anciennes. D'ailleurs, il y a des chèvres qui vont rester chez nous jusqu'à la fin, parce qu'on ne peut pas s'en séparer. On y est plus attaché que d'autres, ça c'est sûr. Ce qu'on a voulu mettre en valeur dans ce produit, c'est un petit peu mes origines françaises. C'est vrai qu'on a le camembert au lait de vache, qui est bien connu, et c'était un petit clin d'œil. Si je devais choisir entre un des aspects de toute ma vie, ce serait vraiment travailler dans la nature, au grand air, de valoriser au maximum ce qu'on a sur place. Je connais pas du tout les produits qui se font en chèvre dans la vallée d'Aoste, mais je serais vraiment ravie de les déguster. Voilà le produit qu'on vous offre. On espère que vous le dégusterez et que vous l'apprécierez dans votre région. Bon appétit! Bon, merci. Et voilà, Fiorella, le fromage d'Icogne, donc dans la région de Crans-Montana en Valais. On va goûter. On va le goûter. Si vous êtes d'accord. Oh, oui. Je vous laisse couper, je ne sais pas Oui, faire. Parce que moi, je prends et je mange comme ça. Il arrive à la pluie. Un petit brin. Voilà. Voilà. C'est très crémeux. Ouais. Vous, c'est moins crémeux? Vous avez du crémeux? Oui, ça dépend un peu de l'espèce qu'on fait. La tome, c'est un peu plus dur. Oui. Là. Et sinon, on fait le crottin, qui c'est un peu plus frais. Et c'est un peu moins dur comme ah oui, type le crottin, tout à fait. Voilà, on sent tout de suite quand c'est du chèvre. Alors, oui. Après, ça dépend un peu, parce qu'avec le lait pasteurisé, on le sent un peu moins. Ça dépend un peu de ce qu'ils mangent les chèvres aussi. Et... Moi, je le trouve très bon. Après, c'est marrant, c'est soit on n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de chèvre. Ah oui. Même par habitude, sans même savoir s'ils aiment. Non, c'est un peu par avoir entendu le dire. Voilà, exactement. Parce qu'après, quand ils vont le goûter, ils le mangent. Ils disent, ah ben, c'est bon. Est-ce que le chèvre, c'est plus fort ou moins fort que la vache? Mais ça dépend un peu du lait. D'accord. De ce qu'ils mangent, les chèvres. Ah ouais, d'accord. L'âge aussi peut-être de la chèvre? Mais non, ça non. Mais c'est ce qu'ils mangent et après un peu la traite aussi. Ouais. L'étable, s'il est propre. Si l'étable est moins propre, ça sera peut-être plus fort? Oui, parce qu'on sent un peu plus le goût et tout ça. S'il y a aussi les mâles dans la même étable avec les femelles. Les mâles, ils sentent très fort. Ils sont très forts. Ouais, elle disait que les chèvres qu'elle avait à Icogne, c'était des chèvres de la région, enfin suisse. Et ici également, vous avez vos propres chèvres. Oui, il y a aussi des chèvres ici, la race valdôtaine, mais ils les emploient surtout pour la bataille. D'accord, comme pour les vaches d'airain. Voilà. Ok. Pour la bataille, et ils ne produisent pas du lait. Ils ne font que la bataille. J'ai vu que vous aviez à l'intérieur les sonnettes, les petites clochettes avec Reine de lait 2019 et autres. Donc il y a des concours qui sont organisés pour la production laitière. Une fois par an, il y a un concours où ils vont donner le premium, le premier prix. Le premier prix pour la chèvre qui a produit plus de lait pendant toute l'année. Et nous, cette année, non, on ne l'a pas gagné. Mais les autres années... J'ai vu 2019, en tout cas. Oui, les autres années, on le gagnait toujours. Et aussi pour la race.
pour la généalogie, pour la conformation de la chèvre. Il y a tous des paramètres qui vont critères, regarder. la taille, voilà. le gabarit. Voilà. Ouais. Fiorella, on ne testerait pas, Voilà, ça me donne envie. on va tester le nôtre. Alors, celui-là, c'est un peu plus frais. On voit la différence, hein. Voilà. Donc ça, c'est du sérac? Non, c'est une espèce de crottin. Ah oui, crottin. Et là, c'est la tome avec le piment au poivre. Très léger, hein. Très, très léger. Franchement, tu sais pas que c'est de la chèvre. chèvre, tu sens pas. Non. Oui, nous, on a un lait très, très délicat comme saveur. Et aussi les fromages, après, ils sont quand même... Mais la femme du reportage parlait du fait qu'elle rend hommage à ses origines françaises en parlant de camembert. Il y a un côté un peu camembert, vous ne trouvez pas, le côté mou de son fromage qu'on ne retrouve pas chez vous. Il y a quand même des différences au niveau de la production. Nous, on fait la robiola, qui c'est un fromage un peu plus qu'ils font dans le Piémont. Et il a la croûte blanche, un peu comme celui-là du camembert. Mais dedans, il reste un peu plus... comment on dit, non dur, mais moins crémeux. Voilà, moins crémeux. Il fait un petit peu de crème quand il va saisonner. Je vous fais goûter aussi celui-là avec le... Très bon. Et là aussi, léger. Celui-là, il a 1 mois d'affinage à peu près. Et le crottin, il a à peu près 1 semaine. Il s'est frais. On sent le piment venir après. Ah oui. Incroyable, hein? Pas tout de suite. Alors, nous sommes toujours à Courmayeur. On déguste un magnifique fromage en compagnie de Fiorella. Magnifique. On termine gentiment. On sent que le vent se lève et que la pluie a tendance à tomber. On termine. On digère pas trop parce qu'on va devoir reprendre nos vélos et partir encore pour l'aventure, quoi, en vadrouille. Là, je crois qu'on peut le dire, on va mouiller le maillot. On a mouillé le maillot, on a bu du mousseux, on a mangé du fromage et on nous fait faire du vélo. On se régale. C'est pas raisonnable, mais on le fait. On se régale. On y va. Alors voilà Thomas, on est déjà à la fin de notre première journée de périple du Tour de l'Espace Mont-Blanc. Je sais pas toi, moi je suis crevé car c'était une grosse journée. On a bu, on a mangé, on a dégusté, on a été en haute altitude, on a été dans une ferme agricole, on a vraiment fait du vélo aussi. On a mis des casques beaucoup trop petits et maintenant on va aller se reposer. Hein, on peut dire ça? On va aller digérer tout ça et puis on va espérer que la suite de ce Tour de l'Espace Mont-Blanc offre autant de plaisir. Énormément de surprises pour demain, ça va être du tout bon. C'est la fin du jour 1 pour notre premier duo. De la ferme Hacienda, ils vont rouler jusqu'à l'hôtel où ils pourront se détendre et profiter d'une bonne nuit de repos. Le jour se lève sur Morges. C'est à quelques minutes de l'hôtel que se trouve le Café Quinson, premier rendez-vous de la journée pour Michel et Thomas. Après une interview du chef, Agostino Bouillas, il est temps de se rendre dans le jardin où sont cultivés une bonne partie des aliments servis dans le restaurant. Ah J'ai eu un peu peur. Les châtaignes, elles sont là-bas. Ça y est, nous étions au Mont-Blanc. Nous sommes au pied maintenant du Grand Saint-Bernard. On peut dire qu'on a fait quasiment le tour du Val d'Ost. Donc ça peut dire que nous sommes fatigués, les jambes tirent, les fesses aussi. Hein. Ouais, on a mouillé le maillot, on a donné de notre personne. On est passé dans des tunnels italiens avec des camions qui nous klaxonnent. Ouais, on a passé, c'était serré, mais on est passé. On a passé, on a roulé, on est arrivé. Fin de notre périple, on se trouve devant chez Cofruit. On laisse les vélos. On laisse les vélos. Un autre binôme va venir. Pour les filles de demain, et on leur souhaite autant de plaisir, de belles rencontres et de bonnes dégustations que ce qu'on a pu vivre ces 2 jours. Ciao! Nos 2 prochaines cyclistes sont Patricia et Estelle. Pour ce 3e jour de la 2e semaine, elles ont rejoint Cofruit à Aoste, là où ont été stockés les vélos pour la nuit.
Aujourd'hui, on prend le relais de Michel et Thomas dans ce tour de l'espace Mont-Blanc. On est venu de Martigny avec les TMR jusqu'à Ost. Très sympa. Très sympa, un trajet de 2 heures environ, tranquille, pas besoin de conduire. On peut papoter. C'était parfait. Voilà, alors du coup avec Patricia, on est entré chez Cofruit, on a découvert. On est ici avec Mathieu Carlin, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous présenter un petit peu l'entreprise, Oui. nous dire ce qu'est Cofruit. Ok. Alors, Cofruit, c'est une coopérative de fruits, c'est simple, née dans le 1964 avec la pomme. Le cœur de la coopérative, c'est la pomme. Et après, les choses se sont un peu élargies. Et maintenant, aujourd'hui, on est coopérative aussi pour les fruits et les légumes valdôtains, pour les pommes de terre, pour le miel, et encore pour les fromages, pour les vins, pour tout ce qu'il y a de typique du terroir valdôtain. Donc ça réunit énormément de producteurs. Oui, combien exactement. Environ? On a plus ou moins 60 producteurs de pommes et si on considère tous les associés, on arrive à 200-220. Ah, quand même. Oui. C'est grand, c'est une grande entreprise. Exactement. Et aussi, on a 4 magasins pour la vente directe des produits dans la vallée. Et vous, Mathieu, c'est quoi votre poste ici chez Cofruit? Alors, moi, je m'occupe d'une série de choses. Donc, je suis agronome. Je vais suivre les associés dans les vergers pour la défense, pour la récolte, pour les tests de maturation et j'organise la récolte. Après, je m'occupe de la conservation ici en coopérative et de la sélection des pommes. Alors, chez nous, en Valais, on a aussi une entreprise qui transforme des fruits, donc principalement aussi de la pomme. Qui s'appelle les fruits de Martigny. Ok. Donc on va vous montrer une petite vidéo. Oui. Et voilà, on vous laisse la découvrir et voir peut-être le comparatif que vous pouvez en faire. Super. Bourquenet Francis, les jus de fruits iris, donc aux fruits de Martigny. Je travaille sur les produits dérivés, je suis commercial et je m'occupe un petit peu des produits avec la production. Il y a une quinzaine de sortes, je pense, de variétés de pommes, entre les pommes acidulées, sucrées, et puis on a planté des variétés de pommes spécifiques pour faire notre cidre qui a été champion suisse. L'année 2024, on a fait une récolte de 1 550 000 kilos. Sur les jus de pommes, seulement sur le jus de pomme, on arrive à 175 000 litres. Alors, les grandes contraintes, c'est ce qui arrive de plus en plus maintenant. On a surtout la grêle qui fait des gros dégâts. Le gel, on arrive encore à lutter. Et au jour d'aujourd'hui, les chaînes de distribution ont une pomme qui a un certain calibre, une certaine coloration. Il n'y a plus de marché. C'était aussi l'idée de partir sur des produits dérivés. Comme ça, on revalorisait un petit peu tous nos produits, quoi. On a fait des jus pommes avec d'autres, la pomme framboise, pomme cassis, pomme menthe et autres. Je trouve qu'il est vraiment, là, moi, je le trouve vraiment parfait, quoi. Il a cette bel équilibre entre les sucres et les acidités. Et je crois que les gens l'apprécient énormément, quoi. Nous, on est aussi très contents d'avoir aussi ce label Marque Valais sur nos produits. Les gens savent que ça vient pas de n'importe où, c'est vraiment spécifique de la région. J'ai eu l'occasion de la déguster, oui, dans la vallée d'Ost. C'est des variétés différentes, mais en principe, ça se ressemble beaucoup, je dirais, c'est assez similaire. Alors oui, à nos amis valdôtains, j'aurais envie de leur faire déguster notre jus de pomme traditionnel. Alors avec grand plaisir. Merci. C'est joli, c'est vraiment une chose similaire ici. C'est vrai? Oui. Vous avez autant de... Combien vous avez de production de bouteilles de jus? On fait plus ou moins la même quantité. On fait plus ou moins 200 000 litres par an, oui, de jus. Et on vend surtout dans notre magasin, mais aussi dans les auberges, dans les restaurants, dans les bars, oui. On a entendu Francis Bourquenet parler des contraintes liées par exemple à la météo avec la grêle. On n'est pas si loin, on est voisins, vous avez le genre de problématique. On a plus ou moins les mêmes problèmes, oui. Pour le gel, dans les dernières années, on a eu très peu de problèmes, donc ça va. Pour la grêle, ça commence à devenir un problème fréquent, oui. Avec de la fréquence dans les années. Et ici, le problème, c'est qu'on n'a pas des couvertures, je ne sais pas comment dire en français, des assurances peut-être. Exactement, parce que le problème c'était pas trop fréquent, c'est ça. Ouais. Mais avec le changement du climat, ça commence à devenir un problème. Et oui, encore une fois, faire des dérivés des pommes, c'est sûrement la bonne route pour valoriser aussi les pommes qui ont des défauts esthétiques. C'est que ça, oui. Alors Francis va vous faire goûter son jus iris, alors on va peut-être passer à la dégustation. Oui, alors voilà, on vous remet ici le jus qu'on a reçu des fruits de Martigny.
On espère que vous l'apprécierez autant que nous, on l'apprécie. Oui, on a un petit jeu pour vous. On veut voir si vous arrivez à reconnaître le jus de pomme de la vallée d'Ost, si vous arrivez à le différencier du jus iris. Voilà, c'est un peu à l'aveugle. C'est difficile. Je dis en avance, c'est difficile. Voilà, alors le premier... Ça se fait à l'odorat aussi, hein, c'est un peu comme le vin. Oui, mais... Oui, il y a une différence, hein, mais c'est quand même vraiment tous les deux bons. Et je crois, mais je ne suis pas sûr, le premier c'est de chez nous et le deuxième c'est du Valais. Bravo. Oui, c'est juste. Mais je crois que c'est vraiment Bravo, un bon produit. Juste, hein. Oui. C'est quoi du coup les différences? Qu'est-ce qui vous a permis de reconnaître? Alors là, le vert c'est blanc, mais on voit quand même notre jus c'est un peu plus limpide, on dit, je ne sais pas. Exactement. Limpide, il est plus clair, oui. Oui, un peu plus clair. Un peu plus mais là, filtré, je crois seulement une question de production. Là, ici en Italie, on a un marché de jus vraiment clair, pas trouble. Et le client demande ça et il est content de voir un jus clair. Donc il est filtré? Oui, il est filtré, exactement. Et tandis qu'on a commencé quand même à faire des jus un peu plus troubles parce qu'il y a quand même des clients qui cherchent un jus non filtré ou quand même moins clair que ça. Un côté plus naturel. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Après là, moi, je vous ai donné à goûter un jus de renetta, que c'est la pomme typique valdôtaine. Et donc, on a un peu plus d'acidité. Je reconnais le goût de la renette, c'est ça. Et ça. Je crois que le jus a bien réussi pour ça. Ouais, Estelle, je te propose qu'on goûte. Ouais, non, on va aussi goûter. Oui. Hein. On connaît, mais... Hein? Allez, moi, je verse celui du Val d'Ost. Voilà. Tu veux goûter, mais on fait un comparatif aussi? Oui, allez. C'est quand même vraiment bon hein, comme produit. Parce qu'il y a, selon moi, beaucoup d'acidité. Je trouve que les jus de pomme, beaucoup de fois sont trop doux. Et pour moi, personnellement, ça ne marche pas trop bien. Mais le jus du Valais, ici, c'est... Oui, on voit bien ce que vous disiez. La différence de couleur, oui. Quand même, qui est un peu plus trouble, un peu moins trouble. Oui. Et puis, même, le nôtre est un peu plus clair. Celui-là est vraiment la couleur est plus prononcée. Oui. Ah oui, au nez, même on sent. C'est facile, on a les deux. Hein. Ah, c'est quand même difficile. Si on a une même variété de pommes dans un jus, là, on ne pourrait pas faire la différence. Oui, c'est ça. Ici, oui, le jus avec fait avec la renetta, c'est vraiment c'est différent. On n'a pas de... Parce que c'est une pomme vraiment avec une acidité importante. Et donc le jus aussi... Pour moi, je trouve que le sucre ressort un petit peu plus avec la renette que le jus, mais toujours, c'est subtil. Mais... Ça reste de très bons jus. Vous connaissez, il y a beaucoup de différences de variétés qu'on a chez nous en Valais ou chez vous? Oui. Chez nous, dans les vergers, on a principalement de la Golden, que les clients ici vont chercher surtout par la coloration rosée qu'on va voir sur les fruits. Plus ou moins quand on a la récolte, il y a de l'humidité sur la surface du fruit et avec le soleil, la Golden ici a ce couleur... Elle bronze. Oui, exactement, c'est ça. Le soleil italien. Oui, c'est ça. Et les clients vont chercher ça. Et après on a une bonne quantité de renetta, que c'est la variété typique valdôtaine que les grands-mères utilisaient pour les gâteaux, pour la cuisine, la compote et tout ça, oui. Et après, on a un peu des rouges, donc un peu de Gala, un peu de Fuji, mais pas grand-chose, oui. Merci beaucoup Mathieu pour déjà la dégustation de ce produit et nous avoir présenté aussi votre entreprise. Merci à vous. Merci beaucoup. Le confront là, c'est vraiment apprécié. Oui. Avec plaisir.
Après cette belle dégustation, il est l'heure de monter sur les vélos. Cette fois-ci, on rejoint Aoste afin de retrouver Joe Bouvier, le chauffeur de la Renault 5, voiture accompagnante sur tout le tour de l'espace Mont-Blanc. Ils ont tous les trois eu le privilège de visiter les locaux de la RAI, la radio et télévision numéro 1 en Italie. Ils ont ensuite rejoint leur hôtel afin de se reposer en vue de la journée de demain. Pour ce jour 4, Joe, Estelle et Patricia ont commencé par interviewer Diego Bovard en direct sur Rhône FM. C'est le coordinateur de toute la partie italienne du Tour de l'espace Mont-Blanc. Les filles ont ensuite enfourché leur vélo pour rejoindre la coopérative de la Fontina afin d'interviewer Sylvie Martinet. Elles en ont même profité pour faire quelques petites emplettes. On va acheter du fromage. Non, la Fontina d'Alpage. Bon, où est-ce qu'on va, Estelle, maintenant? On va à Saint-Rémy-en-Bosse. Ah, goûter du jambon. Je me réjouis tellement. C'est parti pour Saint-Rémy-en-Bosse, suivi de Joe dans la Renault 5. Comme pour les récompenser de leurs efforts, Patricia et Estelle ont fait une belle rencontre. Oh putain, oh, incroyable. Oh, ça a été filmé. Mon Dieu, il est énorme. Nous voici à Saint-Rémy-en-Bosse. Et on va aller découvrir les secrets de la fabrication du jambon de Bosse. On vous emmène avec nous? Alors, on se retrouve ici à Saint-Rémy-en-Bosse avec Bruno Fegatelli, qui est le directeur, fondateur, l'homme de tout de l'entreprise qui produit le jambon de Bosse, qui s'appelle De Bosse. Voilà. Il a le nom de la commune. Exactement. Comment on fait un bon jambon de Bosse? Avant tout, c'est pas qu'on fait un bon jambon, ça se fait tout seul. Le climat, la qualité de la viande et le temps. Et après, quel est votre secret à vous pour l'affinage, disons? Pour l'affinage, le secret, c'est employer beaucoup l'air de Saint-Rémy-en-Bosse. Ça veut dire lui faire le moins possible. Plus tu fais au jambon de Bosse, plus il vient salé, plus il vient pas moelleux. Moins tu lui fais, plus il vient bon. Mais vous ajoutez quand même des ingrédients? On a des ingrédients de base, c'est du sel marin. Une fois, c'était le sel qui venait de la Suisse avec la contrebande. Et après, tous les herbes qui viennent du terroir de la vallée d'Aoste. Et un tout petit peu de croûte de fromage. Pour quelle raison? La croûte de fromage a une raison particulière? Oui, la croûte de fromage, il produit le penicillinum, qui est un antibiotique naturel. Qui a un peu la pénicilline chez nous. C'est Lactobacillus penicillinum, qui fait la pénicilline. Il fait une odeur particulière du fromage. Et les mouches, ils ne reconnaissent pas le jambon comme de la viande et ils restent loin. Donc c'est une protection. Une protection naturelle qui déjà ils employaient nos ancêtres. Nous, on n'a rien inventé. On a pris la recette, le label, qui est daté 1397. Il est déposé aux archives des chanoines du Grand Saint-Bernard à Aoste. On a pris le label et on fait qu'est-ce qu'il dit le label? Viande italienne, du sel, des herbes, du thym et de l'air. Alors chez nous, on a aussi un producteur. On a même plusieurs producteurs en Valais qui font du jambon. Ouais. On appelle du jambon cru. Et on va vous montrer une petite vidéo avec l'explication de comment eux le fabriquent. Ah, fantastique. Voilà. Alors je m'appelle Meryl Genoux, je suis responsable des salaisons Anivier qui se trouve à Vissois. Alors l'histoire du jambon cru avec les salaisons, elle a commencé en 1987, notre entreprise, et c'est vrai qu'assez vite ils ont fait de la viande séchée, et quelques années plus tard ils ont commencé à faire du jambon cru également avec des saucisses sèches. Alors le jambon cru lorsqu'il arrive, il est dégraissé, il est coupé selon notre cahier des charges, après on va le saler dans une saumure pendant 4 semaines, et dès que la salaison elle est terminée, on va le sécher entre 2 et 3 mois. Alors on peut dire que c'est un produit phare quand même, avec la viande séchée, le lard. Alors par exemple par rapport à la viande séchée, il est légèrement plus gras, du coup il va mettre plus de temps à sécher, on peut compter plusieurs semaines d'affinage supplémentaire. Les premières traces de viande séchée, que ce soit de bœuf ou de porc, sont apparues au cours du XVIe siècle, très discrètement pour le jambon cru.
Et puis depuis le 19e siècle, on remarque qu'il y a des élevages un peu plus intensifs de porcs en Valais. Alors c'est un atout parce que l'air est pur et puis c'était les conditions qui permettaient à nos anciens de faire un jambon, de le conserver et de pouvoir le consommer plus tard, après le printemps. Alors les Valdôtains, j'espère qu'ils vont apprécier et savoir reconnaître le goût des épices, des herbes qu'on cultive notamment en Valais. Et je pense que ça va être légèrement plus particulier de ce qu'ils ont l'habitude de manger. Dans leur fabrication, de ce que je connais, c'est que c'est un produit qui est juste salé. On n'a pas les herbes qu'on a ici. Alors ça a une saveur particulière ici et c'est ce que j'apprécie. Mais j'aime bien aussi changer un petit peu de goût et puis d'avoir un goût un peu plus neutre, un peu plus salé, un peu plus vieilli, maturé différemment, c'est ça que j'aime. Voilà, on a encore un bon petit bout de jambon cru IGP à faire déguster à nos amis valdôtains. Bonne dégustation. Et voici donc le jambon cru. Merci bien. Des salaisons d'Anivier. Ah, magnifique, On magnifique. va évidemment s'empresser de déguster en comparaison avec votre jambon de Bosse, le jambon de Bosse. C'est deux jambons et on se réjouit de les déguster. Vraiment. Maintenant, on va goûter. Quand même, c'est toujours la même chose, c'est toujours l'air. C'est toujours l'air. L'air du Valais et l'air du Val d'Oise. C'est ça. Maintenant, on va déguster. Alors Bruno, si vous voulez bien, on va goûter. Donc on a le jambon valaisan et le jambon de Bosse. Valdôtain, ouais. Parfait. Allez-y. Allez-y. On goûte Allez, tous les le voisins, même. parce que celui-là, on le connaît. Tous le même. Et les voisins d'abord. Il est bon, il est épicé, hein. Ça se voit bien à la montagne, c'est bon. On sent la montagne, c'est ça, les épices. L'herbe, les épices, tu sens la montagne. C'est vrai. C'est vrai que dans la vidéo, Meryl Genoux nous parlait des herbes spécifiques au Valais. Ben, lui, il a obtenu qu'est-ce qu'il cherchait, parce qu'il a dit, je veux faire un produit différent des autres, qui ça sent la montagne, ça sent un peu le Valais, ça semble les glaciers, la montagne, et là, il y a tout. Il est maigre, comme il veut lui. Il a beaucoup le goût des herbes, il est assez long. On entend un peu le sucre qu'il y a dedans. Tu vois, il est un peu sucré dans le palais, etc. C'est vraiment un bon produit. Il faut lui faire des compliments. on lui transmettra volontiers. Il faut dire le suivant. On goûte le jambon de Bosse. Là-bas, il joue bon col du vin. On boit un verre de vin d'abord. Santé, hein. Santé. Santé, hein. Santé. Santé. Ben avant tout, nous, on emploie un port spécial qui s'appelle le port lourd de la vallée de la Padanie, qui c'est un lieu géologique, la vallée de la Padanie, qui commence au sommet du Mont Blanc et finit au Tagliamento, après Brescia. Et là, on a une race de porcs qui sont des porcs très, très, très lourds. Nous, on a des porcs qui arrivent à 160 kg minimum. Ah ouais. Beau bébé. 4 cm de gras entre la peau et la viande. Ah. C'est pour ça qu'on mange le lard, on mange ça. Et l'habilité des gens qui nous aident à faire le jambon, c'est de faire fondre la graisse dans la viande. En effet, nous, on cherche que la viande, ça soit toujours moelleux. Essayez. Allez, on goûte. Hop. Nous, on cherche plutôt le goût de la viande que le goût des herbes et de la... Très différent, hein. On sent le moelleux et le gras dans la goût viande. un peu, oui, le goût du gras, mais qui donne un très très bon goût, vraiment. Il est, tu sens moins le sel, parce que Non, il est moins salé, c'est vrai. c'est le Mais les gras goûts qui sont fait la bons. viande comme ça. Ce sont deux produits différents. Ils se Complètement. semblent, mais sont différents. Comme les Valdôtains et les Valaisans. C'est ça. Dans la manière de travailler aussi, ce que vous avez vu dans la vidéo, il y a beaucoup de différences, hein, avec Il y a votre- quelques différences, mais c'est un autre système de faire. Nous, comme ça, on appelle dans la mouille. Ça veut dire, on met le sel, on crache le genre. Ça, c'est fait avec le sel sec. Ça veut dire, sans, ils ne restent pas dans la mouille, ils ne restent pas dans leur liquide. Lui, il perd l'eau et il la perd, il sort. Il est fait au sel sec. Et il est ségé avec l'os. Bah, merci beaucoup Bruno Pas de quoi, pour toutes ces explications. On est ravis d'avoir découvert votre jambon. Et moi, pareillement de avec l'autre. de comparer les deux. Et Il faut espérer un jour de vendre le jambon suisse en Vallée d'Oste, les jambons valdôtains en Suisse. Ça, ce sera un rêve. Du moment qu'on a beaucoup d'échanges culturels, d'amicales comme ça. Ça serait magnifique au col du Grand Saint-Bernard, en magasin. Je rêve toujours. vrai. Suisse, italo-suisse. Ça, ça rêve. Italo-Suisse, c'est parfait. Voilà, prochain objectif. Merci Exactement. beaucoup. Merci beaucoup Bruno. Voilà, on est arrivé au terme de notre deuxième jour de ce tour de l'espace Mont Blanc. Il est temps pour nous de passer le relais. On passe le relais après avoir dégusté des produits locaux incroyables. On a quand même découvert la fabrication de la fontine, la fabrication, la conservation, tout ça, du jambon de Bosse. Et on est ravis de nos découvertes.
Voilà, on peut rentrer sereinement à la radio. Voilà. Allez, bye bye. Ciao. Clap de fin pour ce duo, qui termine en beauté ce 4e jour à la frontière suisse. Bonjour, voici notre nouveau duo, Nathalie Territa, journaliste émérite. Bonjour tout le monde. On est en route pour la dernière étape de ce Tour de l'Espace Mont Blanc. On va partir d'Orsières. Absolument, pour rejoindre Chamoil, une petite montée je crois. On pourra boire l'apéro sur place. J'espère. Ok. Et puis on va rejoindre Étier où on va vous parler de fromage, mais pas que, vous verrez. À suivre. Prête Nathalie? Je suis prête Sébastien. Alors on y va? On y va, c'est parti. Je vais devant? Tu vas devant, sois mon guide. Oh oui, je guide. Je sais pas où on va, hein. Mais t'as pas le GPS? Non. Je connais, Val de Banne, on arrive. On arrive chez moi. Hatch. C'est là. Ah j'en peux plus là. On a fait beaucoup de vélo là. Énorme. On s'est surpassé. On est arrivé. On est arrivé, sain et avec sauf. La goutte au nez. Avec la goutte au nez, un peu sous la pluie, mais beaucoup de plaisir. Voilà, c'était très sympathique. Oui, c'était super. Trop court, Beaucoup mais trop sympathique. On est à la fromagerie laitier, on va aller la découvrir. Ils vont nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'il y a à faire ici, et à goûter, j'espère. Oui, surtout. Voilà, on est là pour ça. Venez, suivez-nous. Quand tu arrives à la fromagerie d'Étier, tu vas tomber sur la vache. La vache, c'est notre vache de la race des Reins qui représente le Valais et qui représente une identité valaisanne forte. Et puis, donc, tu arrives et tu as deux espaces qui sont devant toi. Une porte pour le magasin où on va faire de la vente directe et une porte pour l'espace bistrot-repère où c'est qu'on peut accueillir les gens pour, comme bar à café, lieu de rencontre. Bienvenue. On va rentrer dans la partie cave. Donc là, c'est notre cave d'affinage. Donc c'est une cave d'affinage qui a une capacité de 20 000 pièces. La température, c'est 8 degrés, température d'affinage. Et puis l'hygrométrie, elle va se situer dans les 98% d'humidité. Les pièces de bail 98, donc elles vont passer 3 mois chez nous. Et puis ensuite, ce qu'on va faire avec ces pièces, c'est qu'on va les commercialiser chez nous en vente directe. Bien sûr, la cave, elle est grande, à 20 000 pièces, et puis il faut soigner ces pièces tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on entend par soigner les pièces tous les jours? Ça veut dire que les pièces, elles doivent être retournées, elles doivent être frottées avec la morge, elles doivent être remises en place. Et pour ce faire, on a un robot qui travaille 24 heures sur 24, qui s'appelle le bagnard. Et donc, son travail, c'est de tourner les pièces, de les frotter avec la saumure et de les remettre en place. Ça, bien sûr, on voit que c'est de la technologie, mais en fait, cette technologie-là, elle vient soulager la pénibilité du travail des fromagers. Et puis, il traite environ 400 pièces à l'heure. Donc, il va traiter toute la cave. Ici, tu as une pièce de 4 mois et demi qui est destinée à la vente. Donc, elle va partir à la vente demain. Ils l'ont préparée. Puis nous, ce qu'on veut en termes de qualité, c'est qu'on ait cette belle couleur orangée, comme ça, qu'il n'y ait pas de taches dessus. Ensuite, quand tu iras acheter des fromages à raclette, bail 98 AOP, il faudra que tu presses légèrement comme ça. Et puis quand tu presses comme ça légèrement, tu vas voir que la croûte, elle descend, puis elle va se remettre en place. Et ça, c'est vraiment un signe de bonne maturation. On a une belle croûte des deux côtés. Ici, tu as la caséine où tu vas pouvoir découvrir la date de fabrication. Et ça, vraiment, en termes de fromage à raclette, c'est vraiment le top du top. On est heureux de cette maturation. On a vraiment un grand succès avec ces pièces. Ici, on est dans la galerie de visite. Donc, dans notre nouvelle fromagerie, tu peux venir visiter la fromagerie et puis accéder à cette galerie de visite qui est libre. Et depuis cette galerie de visite, tu vas voir tout le travail sur la cave, sur la maturation des fromages, mais tu vas pouvoir voir aussi la fabrication et le local de saumurage. Là, tu as le local de fabrication, tu peux voir le travail des fromagers au quotidien, tu peux voir arriver le lait, tu peux voir tout le processus de fabrication. Et puis on a aussi un film qui explique l'arrivée du lait, le fonctionnement de la fromagerie,
face à un lieu intéressant qui est libre d'accès aux personnes libres de visite. Merci à Michel Boisset pour cette belle visite. Pendant ce temps, Sébastien et Nathalie ont pris le temps de réaliser plusieurs interviews en direct et Benoît Bergerand a sorti de quoi remplir le ventre de nos sportifs. Il n'est jamais trop tôt pour une raclette à la fromagerie d'Étier. Voilà, c'est ainsi que se termine ce tour de l'espace du Mont Blanc et on le termine en beauté. En beauté, comme vous pouvez voir, avec une raclette servie par Benoît Bergerand, ici à la laiterie d'Étier. Voilà, merci d'avoir suivi cette aventure. Merci à tous nos partenaires. Merci à tous les collaborateurs de Rhône FM qui ont permis à cette opération de vivre. Et puis rendez-vous bientôt pour d'autres aventures. Santé! Le tour de l'espace Mont-Blanc vous a été présenté par le canton du Valais par son programme de l'espace Mont-Blanc, les moustaches bike du garage Brutin Frères à Sierre, Épicurialpes, le festival des saveurs et de la gastronomie alpine à Grimens, la fromagerie d'Étier, le groupe Garage et Carrosserie du Nord, les TMR, Transport de Martigny et Région, et la vallée du Trien.